Madame, Monsieur, bonsoir. Très importante mobilisation des salariés de la SNCF, de la RATP et d'Air Inter. Conséquence directe, les perturbations ont affecté tout le pays. Le ministre de la Justice demande l'ouverture d'une enquête sur le financement de son propre parti, le CDS. C'est une grande première. Vers 20h20, c'est Bernard Kouchner qui est ce soir l'invité de Carnet de campagne, notre émission de la campagne électorale. Également dans ce journal, l'inauguration de la Bibliothèque nationale de France par François Mitterrand et l'appel du pape aux catholiques, un appel à la désobéissance dans les pays où l'avortement et l'euthanasie sont autorisés par la loi. Cela fait donc bien longtemps qu'un appel à la grève dans les transports publics n'avait été autant suivi. Sur l'ensemble de la France, on a compté en moyenne un train sur 4 aujourd'hui. Grève également dans les transports en commun. Si vous n'habitez pas en région parisienne, regardez ce à quoi vous avez échappé. Yannick Letranchant et Philippe Deslandes. La traversée de Paris d'un pas décidé. Mais la marche à pied aujourd'hui n'avait rien d'une sinécure. Loin de là, la promenade était forcée pour cause de grève. Normalement, je prends le métro, mais ma ligne est fermée, donc j'ai dû prendre le bus, mais on va plus vite à pied. On a de la chance, il fait beau. C'est super. C'est un peu long, mais tant pis. Quelques sourires parfois, quelques grimaces souvent. Il faut dire que l'attente dans les gares est à géométrie variable. 8 lignes de métro fermées, un trafic RER très perturbé. Les rames, les trains sont une denrée rare. Et ce soir comme ce matin, les mêmes patiences, les mêmes impatiences sur les quais. J'estime que, comme usager, j'ai déjà décidé de faire la grève du ticket. À savoir que j'ai une carte hebdomadaire que je ne composterai pas tant qu'il n'y aura pas un rétablissement fiable sur les lignes. Notre journée, elle est retenue, si on n'y va pas. C'est pas marrant, ils pourraient en mettre quelques-uns, qu'ils fassent la grève, c'est leur droit. Je suis tout à fait d'accord, mais qu'ils nous assurent quand même quelques-uns. Très peu de trains donc, pas beaucoup de métro non plus. Pour les autobus, c'est un peu mieux, 30% du service était assuré. Bah si, ça me gêne un peu, mais bon, pour un jour, on peut un peu attendre, quoi. C'est pas une catastrophe, File d'attente, très longue file d'attente aux stations de taxi, dur. Les débrouillards tentent alors le tout pour le tout, l'autostop. Oui, j'essaye, mais ça marche pas beaucoup. Ah bon? Ah non. Alors tous les moyens sont bons, les plus sportifs n'ont pas froid aux yeux ni aux jambes, c'est comme sur des roulettes. Pour les autres, du courage, de la patience, car la route est encore longue pour rejoindre son foyer. Seule consolation, pas de gros embouteillages en vue. Ce soir, la circulation est relativement fluide, et c'est tant mieux, cette sacrée journée finira donc bien. Oui, contrastant avec le ras-le-bol de certains usagers, la satisfaction affichée par les syndicats. Leurs revendications n'étaient pas les mêmes. La mobilisation, elle, a été unanime. Laurent Bailly. La grève, ça me gonfle. Non, ce n'est pas le nouveau slogan de la SNCF. D'ailleurs, sur les 2,5 millions de voyageurs touchés par la grève aujourd'hui, beaucoup ont pris la chose avec philosophie. Personne ne prend de billets, puisque paraît-il que c'est même gratuit. Alors c'est formidable, Oui, c'est le jour où il fallait voyager. Cette grève a été suivie par les 3/4 des cheminots. C'est la plus chaude depuis celle de décembre 92. Au mieux, un train sur 4 a circulé aujourd'hui en France. Certaines lignes ont été carrément désertées. Les TGV n'ont pas été épargnés et ça, c'est une première. Partout, les cheminots ont revendiqué sur les salaires, sur l'emploi et surtout exprimé leur crainte de voir un jour la SNCF démantelée. La question la plus cruciale aujourd'hui qui est posée aux cheminots, c'est l'inquiétude concernant leur avenir dans l'entreprise de service public SNCF, puisque des projets concourent à faire éclater la SNCF en 3 entités. Face à cette grogne, la direction, elle, cherche à calmer les esprits. Il n'y a pas de morcellement d'envisager, au moins à l'échéance du contrat de plan qui est en cours de négociation actuellement, c'est-à-dire au moins jusqu'en 2000. En tout cas, cette grève, dont le succès est ce soir incontestable, ne s'achèvera que demain matin à 8 h. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, elle démontre que la fièvre sociale ne retombe pas. Dans les transports, bien sûr, mais aussi à la poste, chez Renault comme chez les éboueurs, sans oublier les entreprises du secteur privé. Air Inter n'a pas échappé au mouvement, un vol sur 2 aujourd'hui et des retards considérables, notamment à Orly, l'aéroport de Paris, où des dizaines de grévistes sont descendus sur les pistes pour bloquer les avions. Pascal Golomer et Patrick Voix. Cela a beau être le 3e jour de grève et la 3e grève du mois, certains passagers ont encore été surpris ce matin en découvrant à Orly l'annulation de leur vol. Je suis coincé à Orly et je ne peux pas bouger à cause des grèves. C'est de la folie en France. Bon, voilà.
La grève, tant qu'elle pénalise l'entreprise, ce sont les ouvriers qui défendent leur beefsteak, mais quand elle pénalise les autres, ils nous prennent à témoin et on n'est pas partie prenante, nous. Un vol sur 2 assuré, la direction affirme en avoir affrété la moitié grâce à des avions d'autres compagnies. C'est d'ailleurs l'un de ces avions qu'un millier de manifestants ont bloqué ce matin sur les pistes, sans incident. Des manifestants venus une nouvelle fois protester contre la fusion programmée entre Air Inter et les lignes européennes d'Air France. On veut bien que l'on crée une nouvelle compagnie, c'est apparemment une bonne idée, mais cette compagnie doit être créée avec Air Inter en respectant le statut existant à Air Inter. Il suffirait d'ajouter Europe au bout d'Air Inter, on aurait une nouvelle compagnie qui s'appellerait Air Inter Europe et ça ne changerait pas du tout le statut des personnels. Si des gens d'Air France doivent venir chez nous, on travaillera avec, mais il ne faudra pas qu'on soit aligné sur les gens d'Air France. Voilà. Il faudrait que les gens d'Air France soient alignés sur nos conditions, parce que nous avons un savoir-faire et eux aussi. On peut être complémentaires. Autant d'arguments qu'ils présenteront demain à leur PDG avant de rencontrer lundi, cette fois aux côtés de leur collègue d'Air France, le patron du groupe, Christian Blanc. Ajoutez à cela le mouvement de grève à la Poste qui continue lui aussi, notamment en Provence, dans les Bouches-du-Rhône et le Var et dans le département du Loiret. Les candidats à la présidentielle ont largement commenté cette grève. Pour Jean-Marie Le Pen, les fonctionnaires ne sont pas les plus malheureux. Pour Philippe de Villiers, la grève doit être interdite dans les services publics en situation de monopole. Quant au candidat communiste Robert Hue, il exprime lui son soutien total aux grévistes. Soutien également de Lionel Jospin, le candidat socialiste qui était à Belfort, et il n'a pas été épargné, lui non plus, par la grogne sociale, rencontre animée avec les ouvriers du groupe Alstom, France Arvois et Pascal Stelletta. Vous n'êtes pas gêné de venir ici, monsieur Jospin? Non. Vous n'êtes même pas pour les 1500 francs, d'ailleurs, vous le dites même pas. Non, mais écoutez, vous référez pas à un mot d'ordre, simplement, ça résume pas tout. Hein. Vous avez été dans un gouvernement, vous ne faites aucune critique sur le gouvernement. C'est d'ailleurs le gouvernement de gauche qui a bloqué les salaires. On s'est battu ici pendant 5 semaines. Avec le soutien de qui? Avec le soutien, mais on ne vous a pas vu. En tous les cas, bon, Sortie de l'usine Jack Alstom de Belfort, deux sympathisants de lutte ouvrière prennent Lionel Jospin à partie. C'est le mot d'ordre de la Guillet, c'est son droit. Non, mais c'est pas le mot d'ordre de Robert Hue, c'est pas le mien. J'ai le droit, mais je suis pour l'augmentation des salaires. Donc c'est pas clair. Pour nous, c'est pas clair. Ici, c'est un contact plus direct avec les hommes et les femmes, surtout des hommes, qui sortent de ce site, Jack Alstom, avec la diversité des réactions. Alors au-delà de tel ou tel militant de lutte ouvrière qui défend son point de vue, je crois que les réactions, en règle générale, ils sont plutôt de la sympathie, plutôt c'est sur vous qu'on peut compter pour nous défendre, mais en même temps, quand vous étiez aux responsabilités, tout ne s'est pas bien passé. L'emploi, les privatisations, sur ces deux thèmes, les syndicalistes de Bull et de Peugeot avaient déjà interpellé le candidat. Mais dans une campagne de terrain, il y a aussi des moments plus doux. C'est doux et froid, oui. Dans son fief de Belfort, Jean-Pierre Chevènement accueille Lionel Jospin, l'occasion de lui dire le soutien du mouvement des citoyens. Mais à Montbéliard, son passé de ministre de l'Éducation nationale a rattrapé le candidat socialiste. Face à des parents d'élèves mécontents, il a défendu l'égalité des chances, un autre vrai thème de terrain. Antoine Wechter, le candidat écologiste, affirme avoir obtenu 560 promesses de signature. Il pourra donc se présenter à l'élection. Un sondage de la Sofres pour le Figaro Magazine permet à Jacques Chirac de passer en tête du classement des personnalités de droite préférées des Français, devant Simone Veil et Édouard Balladur, qui est à égalité avec Charles Pasqua. Suivent Philippe Séguin et Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, à qui notre confrère Philippe Arroir consacre un livre coécrit avec Isabelle Datte, Alain Juppé ou la tentation du pouvoir, aux éditions Jean-Claude Lattès. Quant au Parti communiste, il publie lui un nouveau mensuel, Regard. La transparence judiciaire souhaitée par le gouvernement dans les différentes affaires de financement des partis politiques a conduit aujourd'hui le ministre de la Justice, Pierre Méhaignerie, à ordonner une enquête préliminaire sur le financement du CDS, un parti qu'il a présidé pendant 12 ans. C'est donc une grande première. Michel Fine. Un ministre de la Justice qui ouvre une enquête préliminaire sur le financement occulte de son propre parti, c'est une première. Pierre Méhaignerie l'a fait, dit-il, par scrupule. Par souci de transparence et de rigueur, parce que je crois qu'il faut apurer le passé, que tout ce qui est, je dirais, dans l'ombre, doit être mis dans la clarté. C'est le meilleur moyen de corriger les erreurs du passé, même lorsqu'elles ont trait au fonctionnement d'un parti avec qui j'avais une particulière affection. Pierre Méhaignerie n'aurait peut-être pas demandé l'ouverture d'une enquête s'il n'y avait eu, il y a 8 jours, les révélations du Canard enchaîné sur la caisse noire du CDS en Suisse.
Dans cette paisible banlieue résidentielle de Genève, un expert comptable discret, Henri-Albert Jacques, recueillait les fonds versés au CDS par de généreux donateurs. Il faisait fructifier l'argent avant de le réexpédier en France, en tout 4 à 8 millions de francs selon les années. Est-ce que vous savez d'où venaient ces dons? Non, je ne le sais pas, je n'étais pas informé. Je l'ai su très tardivement, parce que la plupart des trésoriers font tout pour ne pas informer leur président et les protéger. Grâce à l'enquête de la brigade financière, le ministre de la Justice pourra enfin tout savoir sur l'obscur financement du parti qu'il a dirigé pendant 12 années. Les policiers devront notamment chercher à déterminer si le système a continué à fonctionner après la loi de 90 sur le financement des partis politiques. Par souci de transparence toujours, et si les faits ne sont ni prescrits ni amnistiés, le ministre de la Justice pourra alors peut-être décider l'ouverture d'une information judiciaire. À Calais, c'est le maire communiste de la ville, Jean-Jacques Barre, qui a été mis en examen pour trafic d'influence. Mise en examen également du directeur général adjoint de la Compagnie Générale des Eaux, Jean-Dominique Deschamps. Il a été laissé en liberté. Une mise en examen qui intervient dans une affaire de fausses factures liée au financement du Parti communiste. Une culture de la mort a envahi la société contemporaine. L'affirmation est signée Jean-Paul II. Dans sa 11e encyclique, le pape appelle les catholiques à la désobéissance civile dans les pays où la loi autorise l'avortement et l'euthanasie. Une critique violente des démocraties occidentales. Marie-Pierre Samitier et Joseph Bachtig. L'âge ne le fait ni trembler ni plier, au contraire. Jean-Paul II, en signant cette encyclique, condamne une fois de plus très fermement l'avortement, la contraception, l'euthanasie. À propos de la contraception, pratiquée pourtant par la plupart des catholiques, tout à l'heure, au cours d'une conférence de presse à Paris, les évêques de France ont justifié la position du pape. La tendance peut-être d'un certain nombre de nos contemporains à faire passer les avantages matériels, les avantages économiques, le confort, avant l'accueil de la vie, avant le soutien de la vie naissante, lui semble une des premières choses de notre société qu'il faut remettre en cause. À propos de l'avortement toutefois, condamné durement par le pape, nos évêques de France ont apporté une nuance, une tolérance. Le fait qu'un enfant soit conçu, il y a là déjà le mystère de la vie, puisque notre propre vie ne nous appartient pas. Et donc on dit toujours non à l'avortement. On ne pourra pas tenir un autre langage, ce qui ne veut pas dire ne pas venir au secours et en aide des personnes qui ont traversé une telle épreuve. Or, ce texte provoque ce soir une levée de bouclier chez les catholiques progressistes qui dénoncent là une dérive, disent-ils, vers l'intégrisme. Nous sommes confrontés à une Église qui n'arrive pas à dialoguer avec la modernité, qui n'arrive pas à prendre en compte les acquis de la laïcité et qui n'arrive pas à prendre en compte surtout la liberté de conscience de chacune des personnes qui organisent sa vie en son âme et conscience en fonction des problèmes qui sont les siens. L'encyclique, tous les évêques de France l'ont reçue, tous sauf un, Monseigneur Gaillot. Le nouveau locataire de la rue du Dragon l'a découvert cet après-midi. À sa lecture, il a émis un regret. J'aurais aimé que le pape parle du sida parce qu'au plan de la planète, c'est dramatique. Et il faudrait rappeler que le sida fait mourir tant de gens. Et qu'il faudrait rappeler que le préservatif, c'est le seul moyen efficace qui soit connu aujourd'hui. Une encyclique éminemment politique qui pour certains reste trop loin de la vie quotidienne des simples hommes. Cette 11e encyclique de Jean-Paul II figurera sans doute en bonne place dans la future Bibliothèque nationale de France. François Mitterrand l'a inaugurée il y a 2 heures. C'est le dernier des grands travaux de son double septennat. Dans cette bibliothèque, entre 11 et 12 millions de volumes seront disponibles dans les salles de lecture que le président de la République a parcourues pendant une demi-heure. Jacques Chirac, mais aussi Lionel Jospin, vous l'avez vu, étaient présents à cette cérémonie. La bibliothèque n'ouvrira que vers la fin 96. Principal casse-tête pour les responsables, transférer plus de 10 millions de livres de l'actuelle Bibliothèque nationale, rue Richelieu à Paris, jusqu'à la Bibliothèque nationale de France. Le voyage se fera en camion. Enquête Pascal Doucet-Bon et Michel Levasseur. Après l'inauguration du contenant, il faudra bien penser l'année prochaine au déménagement du contenu. Et le contenu à la Bibliothèque nationale, ce sont 10 millions de livres, 350 000 titres de périodiques, 1 million de documents audiovisuels. Un tel déménagement sera une première en Europe. Et le chef des déménageurs, c'est elle. Suzanne Jouglet ne s'occupe que de ça depuis 1 an.
Sa mission est claire, tout déménager, ne rien perdre, ne rien abîmer et surtout ne pas gêner les chercheurs. Le principe majeur qui nous guide, c'est d'immobiliser le moins possible l'interruption de la communication. Donc la date charnière, c'est la date justement de l'ouverture de Tolbiac. Dans le mois qui précède, et seulement le mois, nous l'espérons, et nous battons pour cela, la communication sera interrompue. Avant, elle a lieu ici, dans les locaux où nous sommes, à Richelieu. Après, elle aura lieu à Tolbiac. Tout cela commencera au printemps 96. Pour 18 mois, les conservateurs en profiteront pour changer le mode de classement des ouvrages. Le déménagement est donc bien plus qu'un simple transfert. On a fait un reclassement de ces collections, nous appelons ça dans notre jargon un récollement, de l'ensemble des millions et millions de volumes qui sont stockés ici. Finalement, de ce qui aurait pu être un mal, eh bien, va sans doute venir un grand bien pour l'ensemble des collections de l'établissement. Et voilà où iront les livres. 200 km linéaires de rayonnage sévèrement gardés. Le rêve grandeur nature et informatisé des conservateurs du 3e millénaire. Pas de circonstances atténuantes pour Willy van Copernol, condamné cet après-midi par la cour d'assises du Gard à la prison à vie, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Il avait enlevé et assassiné un enfant de 11 ans, puis violé une semaine plus tard 2 adolescents. Et puis à Caen, l'enquête se poursuit 3 jours après la découverte d'une adolescente retrouvée morte noyée, les pieds et les mains liés dans sa baignoire. La police ne privilégie aucune hypothèse. Et puis à Rochefort, dans les Charentes-Maritimes, l'immense frayeur des habitants d'un quartier. Un avion de chasse a explosé en vol et ses débris se sont écrasés sur une maison de la ville. François Privat. 11h30 ce matin, un avion de chasse de l'aéronaval explose au-dessus de Rochefort-sur-Mer alors qu'il vient d'atteindre sa vitesse maximale. L'appareil s'écrase dans les marais, le pilote a eu le temps de s'éjecter et s'en tire avec quelques contusions. J'ai vu un élément en feu qui est tombé dans le milieu de la Charente et un autre morceau qui est tombé derrière là-bas. C'était impressionnant? Ah bah oui, et puis alors sur le côté, je suis allé au bord de la Charente là-bas, et côté Rochefort, il y avait de la grosse fumée noire qui sortait. Des débris éparpillés sur un rayon de 2 km. Un élément de l'arrière de l'appareil est tombé sur une maison qui a aussitôt pris feu. Ses 2 occupantes sont légèrement brûlées. On a travaillé toute sa vie pour avoir une petite maison, puis à 73 ans de voir ça, c'est inimaginable. J'ai vu l'aile qui est partie, qui a survolé là, qui s'est craché devant, enfin, là-bas, et qu'il y a eu des flammes qui faisaient aussi au les arbres là-bas. Une enquête est ouverte. L'appareil de type Crusader appartenait à la base aéronavale de Landivisiau dans le Finistère. Il participait à une manœuvre d'interception prévue au-dessus de l'océan. Après l'explosion, son pilote a pu le diriger vers une zone marécageuse, évitant ainsi un centre commercial. À Tokyo, le patron de la police, personnellement chargé de l'enquête sur l'attentat au gaz mortel commis la semaine dernière dans le métro, a été grièvement blessé ce matin au moment où il sortait de son domicile. Son agresseur a réussi à prendre la fuite. À Jérusalem, une vingtaine d'extrémistes israéliens arrêtés par la police. Ils étaient venus prier sur l'esplanade des mosquées réservées aux musulmans. Dans les territoires autonomes palestiniens et notamment dans la bande de Gaza, la police mise en place par Yasser Arafat éprouve encore des difficultés à faire régner l'ordre et notamment la circulation. Témoignage haut en couleur de notre correspondant Charles Anderlin. Quand le policier fait comme ça, il faut s'arrêter. Après des années d'intifada, les conducteurs de Gaza réapprennent le respect du code de la route. En arabe, contredanse se dit mokhalafa. C'est la première fois que des Palestiniens reçoivent des PV dressés par un policier, lui aussi palestinien. Mais curieusement, l'aspect historique de l'événement ne semble pas enthousiasmer les conducteurs. Moi, je dois veiller à la circulation ici. Les bonnes paroles, les avertissements, ça ne sert à rien. Par contre, les PV, ça aide. Quand j'en mets, ça roule. Ils discutent toujours. Le public s'en mêle, mais je ne cède pas. L'atmosphère s'échauffe et ce monsieur tient absolument à s'adresser à la télévision française. On est 1000 chauffeurs de taxi autorisés à Gaza. Et bien qu'on paie nos impôts, on n'a pas où se garer. On ramasse les voyageurs ici et ils nous collent des PV. Mais voici que les policiers découvrent que la circulation est bloquée. Ce conducteur d'autobus a décidé de participer à la discussion. À part le problème du parking, on n'a rien contre la police. Elle fait des efforts, pourvu qu'elle réussisse.
Depuis la mise en place de l'autonomie en juin de l'année dernière, il y a eu 1000 accidents de voitures à Gaza qui ont fait 57 morts et plus de 800 blessés. Et déjà l'action de la police palestinienne se fait sentir. Selon ces statistiques, le nombre d'accidents est en baisse. Manque de chance pour ce conducteur, il est tombé sur un des chefs de la police au moment où il roulait en sens interdit sans le moindre papier d'identité. Il est conduit au poste sous bonne escorte. Le délinquant va s'en tirer avec une forte amende. En cette période de chômage, les autorités sont magnanimes. La France devrait bientôt offrir 22 feux rouges à la ville de Gaza. Et ces policiers auront pour tâche d'apprendre à tous à les respecter, même à ceux qui ignorent ouvertement les lois de la route. On va gagner, faites ce que vous voulez, on va gagner. Voilà une dernière image avant de laisser la place à Carnet de campagne. La première conférence de presse du boxeur américain Mike Tyson. Il est sorti de prison samedi dernier. L'ancien champion du monde des poids lourds a annoncé qu'il reprendrait sa carrière sur les rings et qu'il conservera vraisemblablement comme manager le célèbre Don King. Voilà, c'est la fin de ce journal plus court que d'habitude pour laisser la place donc à Carnet de campagne autour de Daniel Bilalian. La rédaction reçoit ce soir le socialiste Bernard Kouchner. Je vous souhaite une très bonne soirée.